Donc, bienvenue au direct de Reconversion. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, en tout cas, merci de nous rejoindre aujourd'hui. Donc, ce programme s'est déroulé sur 2 jours, 2 matinées dédiées à la création d'entreprises en franchise. Je perds mes mots. Donc, le programme aujourd'hui va être le suivant. On va d'abord débuter la matinée avec Olivier Mignot sur les critères pour accompagner les critères qui font qu'on va bien choisir un franchiseur, sur quels sont les éléments sur lesquels vous pouvez compter pour mener votre chemin vers la franchise. À peu près 30 minutes. Donc, on enchaînera avec un atelier avec 6 femmes franchisées, des femmes qui étaient à votre place, qui se posaient des doutes, qui avaient envie de donner du sens à leur vie professionnelle et qu'on dit un jour oui, j'ai le déclic pour entreprendre et pourquoi pas en franchise. Cet atelier ou cette conférence durera à peu près 1 heure ou 45 minutes. Avec elle, on parlera de ce qu'on appelle, moi j'appelle les coulisses de la franchise, l'accompagnement du franchiseur. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une réalité? Pendant cette période de confinement, les franchiseurs ont su démontrer leur créativité, leurs initiatives et faire preuve de solidarité. Peut-être que ça a encore plus resserré les liens avec le réseau. On en parlera avec elle. Et puis, on enchaînera sur quelque chose d'inédit, en tout cas en ce qui me concerne dans l'organisation d'événements en ligne, c'est la mise en place d'ateliers. Vous aurez 4 ateliers sur des thèmes différents que vous avez peut-être choisi ou que vous pouvez choisir. Un thème qui sera sur les marchés, excusez-moi, le marché de services, les métiers de service qui gagnent du terrain, qui sera animé par Olivier Mignot du cabinet Franchise Management. En parallèle, moi, j'animerai un atelier sur l'aménagement de la maison et la décoration intérieure. Et puis, 2 autres ateliers, un atelier sur les métiers de la forme, de la santé et du bien-être, qui sera animé par Monsieur Nicolas Meunier de CDI Média, qui est journaliste. Et puis, le dernier atelier sur les services à la personne, qui sera animé par pardon, excusez-moi, je suis pas là, Camille Boulat de CDI Média également. Voilà. En tout cas, là, on va tous se retrouver sur le premier atelier sur les critères pour bien choisir son enseigne avec mon invité Olivier Mignot, que vous devez certainement voir, qui est la personne qui a un casque. Avant de démarrer, je vous donne quelques indications. Donc déjà, la première, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais vous donner quelques informations. Alors, je vous explique là. Alors, je suis sur un double écran. Donc, hop, j'espère que vous voyez mon écran. Si ce n'est pas le cas, je vais le faire. Non, on ne voit pas ton écran encore. Ah, c'est voilà. bon, c'est en cours. Là, c'est bon? C'est en cours, c'est bon. Ok, merci. Voilà, dites-moi-le parce que hier, pendant la conférence sur le financement, personne ne disait, moi j'avais partagé mon écran et personne ne le voyait. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Corinne Giquel, j'anime la plateforme reconversionfranchise.com. C'est une plateforme dédiée aux femmes et à la franchise. Messieurs, vous êtes quand même les bienvenus dans cet univers écosystème. Ce que j'essaye de vous mettre en lumière, c'est décrypter la franchise, de quoi il s'agit, pourquoi entreprendre en franchise. Il y a quelques articles et quelques webs sur la reconversion professionnelle avec des experts. Et puis, tout au long des pages, vous pourrez découvrir des enseignes sur des marchés porteurs. Vous pourrez participer, comme aujourd'hui, à des programmes de webconférences ou des sommets en ligne que j'organise toute l'année, avec toujours un ancrage sur le territoire. Par exemple, cet événement aujourd'hui est très lié, c'est vrai, sur l'ancrage Île-de-France et Seine-et-Marne, pour donner de l'ouverture et permettre à des personnes de découvrir des opportunités. J'ai aussi un livre qu'on a écrit qui s'appelle Créer comme elle en franchise. Vous pouvez le télécharger, il est gratuit, il est sur le site. Bref, une mine d'informations avec des vidéos pour que vous puissiez voir de façon 100%, je dirais, terrain, 100% concrète, la franchise et ce que j'appelle les coulisses de la franchise. Alors, on va démarrer cette webconférence. 3 consignes. La première, c'est si vous avez un problème technique, vous vous déconnectez et vous vous reconnectez, de préférence avec Chrome. Le deuxième, c'est que pour parler avec nous, on ne va pas ouvrir les micros, donc utilisez le chat. En bas, vous avez une petite bulle qui s'appelle discussion. Donc, je vous remercie vraiment de pouvoir l'activer et d'échanger avec nous.
Vous avez aussi la possibilité de prendre des rendez-vous avec les enseignes qui sont présentes. Donc, si vous allez sur le programme, gracieusement, vous pouvez avoir 30 minutes avec les enseignes de votre choix, une ou plusieurs, pour échanger avec elles. En tout cas, je vous souhaite une belle matinée. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. S'il y a un problème, Noémie est à mes côtés pour nous aider et vous faire avancer. Alors, mon premier invité, hop, je retourne sur mon PowerPoint. C'est Olivier. Hop. Voilà. Donc, Olivier Mignot, avec qui je vais aborder ce thème des critères, comment choisir un bon franchiseur, qui est quand même capital. Olivier Mignot, vous êtes directeur associé du cabinet Franchise Management. Vous êtes un cabinet franchise management spécialisé sur l'accompagnement des structures qui veulent passer en franchise ou ou les franchiseurs qui veulent performer et mettre, je dirais, leur enseigne au carré. Est-ce que je me trompe ou pas, Olivier? Bonjour, Olivier. Bonjour. Merci d'organiser cet événement et notamment par l'angle que vous prenez de l'entrepreneuriat au féminin. Moi, j'ai eu le plaisir, depuis 10 ans que j'ai fait ce métier, d'accompagner de nombreux franchiseurs, quel que soit le domaine d'activité, dans la distribution, dans le service à la personne, dans le milieu médical. Et j'ai eu le plaisir de rencontrer beaucoup d'entrepreneuses. Et je peux vous dire qu'elles n'ont rien à envier aux hommes, presque au contraire. Je trouve des franchisés extrêmement impliqués. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de m'associer à votre événement, parce que ça a plein de sens. Et aujourd'hui, avec l'environnement contextuel qu'on connaît, avec des métiers des gens qui vont perdre leur emploi, je pense que c'est une fantastique opportunité de rebond. Donc, oui, merci encore pour votre engagement. Vous faites avec beaucoup de passion et, oui, c'est remarquable. Merci, c'est très gentil à vous. Ce que je veux surtout faire passer comme message, alors je ne l'ai jamais dit, mais la franchise, c'est de l'entrepreneuriat, mais c'est surtout d'abord une aventure humaine. Une aventure humaine entre deux personnes, vous qui êtes porteur de projet, qui allez peut-être rejoindre un réseau, et le franchiseur qui a mis du temps, quand c'est un bon réseau, a su façonner son concept pour vous l'apporter. Alors, ça me permet de poser la première question à Olivier et surtout pour ceux qui n'étaient pas là hier. Est-ce qu'on peut recadrer Olivier? Alors, j'ai la réponse, mais je vous propose d'y répondre. Qu'est-ce qu'on appelle exactement un franchiseur? En 2 mots. Alors, un franchiseur, ça va se définir juridiquement par 3 éléments. C'est d'abord une marque qui va vous apporter des avantages concurrentiels, qui a fait ses preuves, qui a éprouvé son modèle. C'est ensuite un savoir-faire. Ce savoir-faire va être ventilé en plusieurs catégories. Pour simplifier, un savoir-faire qui va être non négociable, qui va permettre de garantir la jouissance spécifique de la marque, et un savoir-faire négociable, c'est-à-dire on fait comme ça, on pense que c'est bien, mais vous pouvez faire autrement. Et enfin, un dernier point, ça va être une assistance. Cette assistance va se décomposer en 2 grands volets. Une assistance lors de l'ouverture. Le franchiseur va vous transférer son savoir-faire, va vous accompagner dans les premiers pas d'entrepreneur. Et puis après, une assistance qui va être continue. Cette assistance va évoluer tout au long de votre vie d'entrepreneur avec plus grandes étapes. Bon, les premières années, on va être dans une relation un peu maître-élève, où le franchiseur, sa préoccupation première, ça va être de vous transférer le savoir-faire. Ça va être de vous permettre de concrétiser votre investissement initial. Et puis, progressivement, les besoins du franchisé vont évoluer, notamment sur des franchisés experts. On va se poser la question d'ouvrir une deuxième agence, un deuxième point de vente, ou bien encore des logiques patrimoniales. Combien vaut mon entreprise? Comment je vais la céder? Bref, l'évolution va bouger tout au long du réseau. Voilà, donc vous l'avez compris, un franchiseur, c'est vraiment quelqu'un qui a un savoir-faire et qui va le mettre à votre disposition, si vous le souhaitez, pour dupliquer ce que lui, il a produit, et évidemment, avec toutes les clés pour vous faire réussir. Voilà, donc comme ça, on est bien en carré. Alors, Olivier, ma deuxième question, c'est, avant de parler des critères pour bien choisir un franchiseur, avec votre expérience, qu'est-ce qui fait la réussite d'un réseau, d'une enseigne? Alors, la réussite d'une enseigne, ça va être 2 gros blocs. Ça va être d'abord le concept. Le concept, c'est le socle de la performance. C'est-à-dire, pour que le gâteau c'est bon, il faut qu'il y ait une recette qui soit standardisée. Mais ce qui va faire la performance d'un réseau, c'est les savoir-être et c'est la culture d'entreprise. Et c'est un élément qui est extrêmement important et de plus en plus important, c'est les valeurs humaines. Aujourd'hui, la différence des réseaux ne se fait pas essentiellement au niveau du concept,
elle se fait au niveau de l'intelligence collective et des valeurs partagées. C'est pour ça que c'est extrêmement important, on le verra et on reviendra dessus dans les process de sélection de son franchiseur, de bien comprendre la culture d'entreprise, parce qu'aujourd'hui, vivre en réseau, c'est vivre à plusieurs, c'est un sport collectif et aujourd'hui, c'est essentiel de bien comprendre comment on vit au sein de ce réseau. Quelles sont les règles de fonctionnement, comment on dialogue entre nous et quelle est la position de chacun au sein de cet écosystème. Est-ce que les performances d'un réseau, vous qui avez de l'expérience, voilà, là vous parlez du management, du savoir-être, de la relation entre le franchiseur et les franchisés ou entre les franchisés, la culture d'entreprise, est-ce que ça a évolué avec le temps? Est-ce que les critères de performance et de qualité des réseaux ont bougé avec notre société? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier? Oui, la notion, la dimension humaine s'est extrêmement renforcée dans le temps. Pour une simple raison, c'est que la notion de service a pris de plus en plus de part dans l'écosystème, qu'on soit dans des franchises de services où c'est 100% de l'activité, mais aussi dans les activités de distribution ou de vente de produits, où la notion de service a augmenté. C'est pour ça que la dimension humaine est devenue extrêmement importante. Et la crise qu'on connaît aujourd'hui, la crise du Covid, vient renforcer encore plus, parce qu'aujourd'hui, le jeu collectif et l'entraide entre réseaux est devenu absolument primordial. Donc la dimension humaine s'est considérablement renforcée et je pense que ce n'est pas prêt de se renforcer, de finir. C'est une tendance qui est longue et qui va continuer à s'affirmer. Alors, ça a d'autant plus de poids et d'importance que dans cette période, on l'a dit encore hier, de confinement, bon nombre de personnes réfléchissent, songent à leur avenir professionnel, se posent des questions sur leur environnement personnel. Est-ce que je pars en région parce que j'habite dans une métropole et que je vis entre quatre murs et que la qualité de vie, elle n'est pas là? Est-ce que j'en ai pas marre de mon travail et j'ai envie d'entreprendre sur un métier qui a du sens et qui me plaît pour me lever tous les lundis matins avec plaisir? Je pense que beaucoup de personnes se posent des questions et que la qualité d'un réseau pour rejoindre une enseigne est super important. Alors, on va regarder ensemble puisqu'on a 40 minutes. Pour ceux qui nous rejoignent, bonjour à tous. Merci d'utiliser le chat pour poser des questions à Olivier et à moi-même sur les critères pour bien choisir un franchiseur ou toute autre question si vous n'étiez pas là hier. Sachez qu'il y aura un replay, mais la qualité d'une conférence, c'est aussi l'interactivité avec les personnes. Et puis, vous êtes là pour repartir avec des réponses. En tout cas, c'est ce que je pense. Alors, un des critères, pour moi, Olivier, est-ce que vous le partagez? Ce n'est pas tellement le réseau au départ. On en a parlé hier. C'est l'affinité qu'un porteur de projet peut avoir avec un métier. C'est de choisir peut-être déjà un métier avant de choisir son enseigne. Est-ce que vous pouvez dire deux mots là-dessus, choisir un métier qui nous ressemble ou qu'on a envie d'exercer? Oui, j'irais même un peu plus loin. Avant de choisir un métier, le premier conseil que je donne à tous les entrepreneurs, c'est de bien se connaître et de se faire un petit travail d'introspection et de dire qu'est-ce que j'ai envie de faire et aussi et surtout ce que je n'ai pas envie de faire. Donc, avant de choisir une enseigne, je pense que c'est important de faire ce temps de pause et de faire un peu d'introspection et de se dire, voilà, moi, qu'est-ce que j'attends de ma vie pour les 20 prochaines années et comment je me vois dans cet environnement. Donc, pour bien faire ce choix d'enseigne, ça paraît idiot, mais ce n'est pas souvent fait. C'est un petit travail d'introspection et d'apprendre à bien se connaître. Parce que, voilà, pour bien choisir une entreprise, il faut se dire quelles sont mes valeurs pour vérifier de façon très factuelle si les valeurs sont partagées dans le réseau que je vais choisir. Il y a aussi un autre critère, je pense, qui est important dans ce bien se connaître, c'est au-delà du métier, c'est qui suis-je dans le sens, est-ce que j'ai un esprit pour être commerçant? Donc, j'ai envie d'exercer une activité dans un commerce et ne pas bouger, ou j'ai plutôt un esprit conseil et j'ai envie d'aller vers les autres, que ce soit dans un secteur à destination des entreprises ou à destination des particuliers. Je pense que la relation client qu'on attend, c'est hyper important aussi dans le choix du métier. Et puis, le deuxième critère, c'est aussi savoir qui on est. Est-ce qu'on a envie d'aller vers une enseigne qui a une notoriété, qui existe, avec plus de sécurité, ou est-ce qu'on est un pionnier, on a envie d'aller dans un jeune réseau? Qu'est-ce que vous en pensez de ce que je viens de dire, Olivier? C'est exactement ça. Dans les franchisés, on rencontre beaucoup de franchisés dans notre activité. Et il y a des gens, on n'est pas tous les mêmes, et heureusement, il y a des gens qui vont avoir besoin de sécurité, de beaucoup d'accompagnement, de beaucoup de cadres. Bref, ils vont chercher du clé en main très standardisé.
Et ces gens-là, c'est important qu'ils rejoignent des réseaux qui offrent cette standardisation. Il y a des autres personnes qui vont avoir au contraire besoin de beaucoup d'espace de liberté, certes de cadres, de règles, etc., mais qui veulent agir de façon un peu plus libre, voilà, d'avoir des espaces de liberté beaucoup plus importants. Donc, c'est ça qui va conditionner le choix de son réseau. Il y a des réseaux qui sont très cadrés, qui sont très structurés, généralement des réseaux un peu historiques. Il y a des réseaux qui vont garantir un système plus basé sur la co-construction. Donc, voilà, c'est important de se dire, moi, est-ce que j'attends du clé en main ou est-ce que j'attends de plutôt co-construire le modèle avec mon franchiseur? Il n'y a pas un bon choix. L'important, c'est de prendre un choix qui vous ressemble. Alors, une fois qu'on a déterminé son métier et qu'on est bien positionné, il faut aller à la pêche et à la recherche d'enseignes. Donc, pour moi, ce n'est pas un parcours de combattant, mais c'est surtout poser des questions. Je pense que s'il n'y a pas de méthode spécifique, mais je pense qu'il faut poser des questions à plusieurs personnes au sein d'un réseau. Alors, ça ne fait pas partie de notre conférence, mais je vous le dis, dans un réseau, vous avez une tête de réseau qui est composée du franchiseur et d'une équipe. Vous avez l'animateur de réseau qui va vous accompagner tout au long de votre activité. Il y a, selon le métier, il y a des équipes intérieures et puis il y a le développeur au départ qui est votre premier contact, la personne avec qui vous allez être en relation et qui va petit à petit vous amener si vous êtes intéressé par le réseau. Alors, est-ce que la première question, Olivier, c'est aller vers un réseau. Alors là, c'est très global ce que je vais vous dire. Aller vers un réseau qui a beaucoup de transparence. Puisque oui, je parlais de poser des questions. Exactement. La bonne réussite d'une affaire, c'est qu'on fasse réciproquement le choix en toute connaissance de cause. Donc moi, franchisé, je vais faire un petit travail. Je vais dire qui je suis, ce que j'ai envie. Je vais dire quel est mon investissement initial, qu'est-ce que je peux me payer, parce qu'aujourd'hui, je vais avoir des critères d'accessibilité à la marque, et ce que je veux faire et ce que je ne veux pas faire. Donc, quels sont les secteurs qui m'intéressent. Je vais faire ce petit travail, et ensuite, je vais aller sur des portails de recrutement, toute la franchise, l'observatoire, ou bien encore des sites comme le vôtre, Corinne, et je vais sélectionner ces enseignes qui correspondent à mes critères. Une fois que je vais faire ça, ce qui est important, c'est qu'il y ait vraiment une relation de confiance et qu'aujourd'hui, le franchiseur réponde à vos questions. Quel est son niveau d'assistance? Quelles sont les difficultés qu'il a rencontrées au sein de son réseau? Donc aujourd'hui, il y a tout un protocole qui est structuré juridiquement par un document qui s'appelle le document d'information précontractuelle. C'est-à-dire la loi française est très protectrice des franchisés, donc elle a défini un certain nombre de critères que le franchiseur doit vous communiquer pour que vous preniez vos décisions en toute connaissance de cause. Il y a notamment l'historique de l'enseigne, il y a tous les franchisés qui sont membres du réseau, quand est-ce qu'ils ont signé, tous ceux qui sont partis du réseau et le motif du départ. Et il y a des critères économiques, c'est-à-dire il y a le compte de la société du franchiseur. Donc c'est extrêmement important. Plus on vous cache des choses, plus il y a un doute. Et quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, c'est qu'il y a un problème. Donc, alors, il faut poser un certain nombre de questions. Est-ce que, là, j'ai nommé, il y a le développeur du réseau, il y a l'animateur, il y a le fondateur du réseau. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Il y a les franchisés, évidemment, qu'il faut interroger. Ça, c'est hyper important. Et pas ceux obligatoirement qu'on vous nomme, pas ceux qui performent, mais peut-être aussi ceux qui démarrent. Sans le citer, par exemple, chez Temporis, ce que je trouve génial, c'est que dans le parcours initiatique, avant de rentrer dans le réseau, on propose de faire une immersion chez un franchisé, et pas obligatoirement un franchisé qui a 15 ans d'expérience, mais qui démarre pour être en face vraiment avec quelqu'un qui nous ressemble. Voilà. Est-ce que, Olivier, quelles sont les personnes qu'il faut voir pour un… La première étape, ça va être, et vous pouvez télécharger ça sur le site de la fédération, c'est étudier le DIP. On ne vous entend pas, Olivier. Vous avez des… Excusez-moi. Pardon. Attention. Vous m'entendez là? Oui, bougez plus. Est-ce que la première élément, ça va être de vérifier la conformité du DIP? Est-ce que toutes les informations ont été données? Ensuite, ça va être d'être sur le terrain pour confronter la réalité opérationnelle. Et moi, je pense que la meilleure chose, même si ce n'est pas une obligation légale, c'est le stage d'immersion. C'est de faire un vivre ma vie et d'aller chez un franchisé pour vivre l'expérience. Et pas la vivre sur 2-3 heures, c'est la vivre à minima sur une journée pour partager la vie des franchisés,
et ça peut être une semaine, ça peut être 2 semaines, ça peut être sur plusieurs franchisés. Il y a différentes formules. Alors, ce n'est pas une obligation légale, mais moi, je le conseille fortement à tous les candidats de demander aux franchiseurs de lui proposer ce vie ma vie qui est juste fondamental pour moi pour prendre sa décision en connaissance de cause. En termes de critères, je dirais, financiers ou économiques, quels sont les critères qu'il faut regarder quand on choisit un réseau? Parce que après, il faut les vérifier. Hein. Ce n'est pas simplement ce que dit le franchiseur. Donc, première question, quels sont les critères économiques et financiers qu'il faut regarder pour être sûr qu'on est chez un bon franchiseur? Et comment s'y prendre pour vérifier? Alors, le premier élément, c'est quand vous allez avoir le DIP, vous allez avoir les comptes du franchiseur. Vous allez voir sa santé financière. Et c'est intéressant de challenger ces critères avec votre banquier ou votre expert comptable, qui sont deux personnes déterminantes pour structurer un projet de franchise. Je pense que c'est dangereux de le faire sans ces deux experts. Et puis ensuite, il y a un autre critère, c'est regarder les échecs. C'est combien de franchisés ont quitté le réseau et ne pas hésiter aussi à interviewer des franchisés. C'est-à-dire aujourd'hui, dans le DIP, vous avez les listes des franchisés. Il est très facile de les appeler et de les questionner sur leur niveau de satisfaction du réseau. Donc, il faut faire sa propre enquête. Il y a ce qu'on va vous donner, qui, bon, a priori, est véritable, mais c'est aujourd'hui être franchiseur, être franchisé, pardon, c'est un chef d'entreprise indépendant. Donc, il faut vérifier. Il ne faut pas croire sur parole tout ce qui est marqué. C'est comme certaines annonces, les plaquettes sont très belles, mais la réalité l'est un peu moins. Donc, c'est vraiment faire ce travail d'enquête, rencontrer des franchisés et vraiment aussi rencontrer les franchisés de votre zone, vos futurs voisins. Parce qu'aujourd'hui, le vivre ensemble, c'est partagé. Si aujourd'hui, le franchisé qui a une demi-heure de chez vous, vous n'entendez pas avec lui, ça peut être compliqué. C'est vraiment faire ce travail d'enquête et de terrain. Très souvent, malheureusement, nous, on constate que les franchisés se limitent à la partie documentaire et ne vont pas assez valider les hypothèses sur le terrain. Comment on peut aussi, je pense, un autre critère important, surtout en cette période de crise, on va en parler tout à l'heure, la crise a permis de porter certains secteurs, a permis de réinventer d'autres secteurs qui se sont adaptés, où il y a des marchés émergents. Comment être sûr du potentiel d'une franchise? Ce que je veux dire, c'est, je vais sur un marché, par exemple, tiens, on me parlait d'éducation canine tout à l'heure sur le chat. Comment être sûr que c'est un marché qui va évoluer? Est-ce que je peux interroger le franchiseur sur son potentiel? Alors oui, mais sachant que quand on est chef d'entreprise, la garantie zéro risque, elle n'existe pas. Hein. Aujourd'hui, si on pouvait garantir qu'il y ait de la réussite à 12 ans, ça serait extrêmement facile. L'entrepreneur, c'est quand même quelqu'un qui prend un risque. Maintenant, c'est de se forger ses convictions, c'est de se dire, est-ce que ce marché, il a du sens? Est-ce que dans 12 ans, j'ai l'intime conviction que ce marché sera encore là? Maintenant, il y a des moyens de rationaliser. C'est déjà l'ancienneté du franchiseur. Est-ce que le franchiseur a déjà affronté des crises et comment il s'en est sorti? Plus on a d'historique, plus on est capable de comprendre d'où vient le franchiseur et quelle valeur il a créé, plus c'est rassurant. Ça ne veut pas dire qu'un jeune franchiseur ne sait pas le faire, mais moins on a d'historique, plus on prend un risque. Ça, c'est une certitude. Moi, le conseil que je demande, c'est bien vérifier, est-ce que le franchiseur a déjà connu une crise et comment il l'a surmontée? C'est un élément qui est extrêmement important. Tout à fait. Merci Olivier. Juste pour répondre à tout le monde, là, je suis en interview directe avec Olivier, donc il n'y a pas de support. Vous aurez le replay. Donc, il n'y a que des slides qui montrent le début et la fin. Et on échange pour vous donner les différents critères. Voilà, c'est pour ça que vous ne voyez rien pour l'instant. Dans les critères qui continuent, alors par contre, vous ne me posez pas beaucoup de questions par rapport à ces critères. J'espère que vous êtes réveillés ce matin. Mais voilà, vous allez peut-être entreprendre. On sait qu'aller vers un réseau, c'est une marque, un savoir-faire, une assistance. Les critères, moi, une question qu'on m'a souvent posée, si je vais dans un grand groupe, est-ce qu'il est important de savoir à qui appartient la marque? Est-ce qu'elle appartient, Olivier, au franchiseur qui a développé le concept ou à un groupe? Est-ce que c'est important de vérifier le contrat, de le faire relire peut-être par un spécialiste de la franchise? Je ne sais pas. Mais est-ce qu'il est important de savoir avec qui on signe?
Oui, c'est important. Après, c'est très simple. Dans le DIP, le franchiseur va devoir produire le titre de propriété de la marque. Et là, il suffira de bien vérifier que le nom du propriétaire de la marque est bien la personne avec qui vous signez. Donc ça, c'est dans le document d'information précontractuelle. Vous avez l'obligation pour le franchiseur de prouver l'attestation de sa marque et de prouver soit qu'elle lui appartient directement, soit qu'il a les droits d'utiliser cette marque. Soit le franchiseur va être celui qui est propriétaire de la marque, soit il va avoir un contrat de licence qui va lui permettre d'utiliser la marque. Est-ce qu'il faut faire appel à un avocat? Moi, je pense que c'est un peu inutile. Oui, je pense que autant avoir une relation privilégiée avec son banquier et avoir un expert comptable de qualité, c'est primordial. Faire challenger le contrat pour un avocat, ça met souvent de l'attention et ce n'est pas très productif. En tout cas, dans les retours d'expérience que j'ai, ce n'est pas quelque chose, en tout cas, que nous, on préconise. Le droit, il est précis. Il suffit de regarder si le contrat, vous le comprenez, s'il n'est pas déséquilibré. Et là, votre bon sens doit être suffisant. Moi, j'ai une technique. Ma technique, si j'étais franchisé ou candidat à la franchise, c'est surtout d'aller interviewer, après tout ce qu'on a dit, les franchisés, et puis me nourrir des premières réponses que j'ai d'un franchisé pour essayer de les dupliquer chez un autre ou de faire avancer comme ça mes questions en fonction de moi et en fonction de mon environnement. C'est pareil, la zone de chalandise. Tous ces critères de zone de chalandise, est-ce que tous les frais qui sont indiqués sur l'investissement de départ sont les bons frais? Est-ce qu'on peut avoir des coûts indirects qui ne sont pas prévus? Comment penser? Moi, je suis en train de me demander, peut-être que vous posez la question, tiens, c'est un sondage, comment avoir la checklist un peu, la checklist de toutes les questions, parce que nous, on sait, on connaît la franchise, mais ceux qui ne connaissent pas la franchise, comment ils peuvent connaître, savoir tout ce qui existe? Moi, qu'on fasse une conférence sur le sujet. Non, mais déjà, vous prenez le DIP et vous prenez le DIP, c'est construit sur la jurisprudence. Donc, dès qu'il y a des phénomènes d'anomalie, la loi introduit des obligations du franchiseur. Donc, prenez déjà la checklist des pièces du DIP et vous aurez 90% des informations. Intéressant parce qu'il y a deux questions qui sont dans le fil des questions. Allez-y. Hein. La première, c'est à quel moment on peut demander le DIP? Le DIP, vous le demandez dès lors que vous avez vraiment envie de vous engager avec cette marque, vous allez solliciter ce document. Après, il y a des stratégies d'enseigne qui le remettent de façon plus ou moins tôt, mais dès lors, en général, que vous avez fait une journée découverte et que vous avez fait votre stage découverte, il est d'usage de demander le DIP. Voilà. Après, l'enseigne vous dira quelle est sa politique, mais dès lors que vous avez filtré, vous avez fait votre première journée de découverte, il est tout à fait logique de demander le DIP. Le DIP, il y a une autre question. Le DIP, document d'information précontractuelle. Merci. L'autre question, oui. La deuxième question, c'est est-ce qu'il faut, à partir du nombre de fermetures, qu'il faut s'inquiéter? Il n'y a pas de nombre. Ce qu'il faut s'inquiéter, c'est la cause des fermetures et comment elles ont été analysées. La fermeture, ça peut être parce que le franchisé n'était pas bon et le franchiseur a décidé de cesser le contrat pour protéger le réseau. Donc ça, c'est plutôt un signe positif. Si aujourd'hui le franchiseur dit si quelqu'un met en danger ma marque, je sors, c'est plutôt un signe vertueux. Maintenant, là, on doit s'inquiéter, c'est quand le franchiseur soit cache ses fermetures, soit sur le fait qu'il n'ait pas d'explication rationnelle à ces fermetures. Ça arrive dans un réseau, ça fait partie. Un être vivant, c'est fait de cellules qui naissent et qui meurent, donc c'est logique. Maintenant, ce qui est important, c'est d'expliquer le pourquoi de ces signatures. Alors après, les fermetures, c'est aussi parce qu'on a envie de quitter, parce qu'on est à la retraite. Voilà, il y a plein de raisons dans la vie. Voilà, c'est de comprendre déjà, est-ce que le franchiseur a bien signalé ces fermetures? Ce n'est pas toujours le cas. Donc, il faut faire son petit travail d'enquête. Et puis, derrière, s'il y a des fermetures, est-ce qu'il est capable de le justifier de façon rationnelle? Alors, une autre question est posée et, sur la zone de chalandise. Alors, quand vous lancez en franchise, vous avez envie de vous investir dans un territoire. Donc, le franchiseur se doit de vous proposer une zone de chalandise. Mais avant que Olivier réponde, petit tuyau, renseignez-vous sur une rue ou un secteur qui vous intéresse. Allez poser des questions aux commerçants du coin, aux banquiers, parce que le banquier, il connaît bien aussi les us et coutumes de son secteur. Et je laisse Olivier répondre. La zone de chalandise, est-ce que elle n'est pas imposée indirectement par le franchiseur? C'est à nous de faire notre étude locale aussi.
Ah non, il y a plusieurs. Le franchiseur dans le contrat va déterminer une zone de chalandise. Ça, c'est le premier sujet. C'est Ah oui, mais une l'usage. différence entre une zone de chalandise et le territoire. Oui, ok, oui, allez-y. Il va définir une zone de chalandise et un territoire. Après, la question est-ce qu'il va garantir une exclusivité sur le territoire? Oui, ce n'est pas une obligation du contrat de franchise de garantir une exclusivité. C'est extrêmement important dans le contrat et dans le DIP de comprendre est-ce que je vais avoir un territoire et sur ce territoire, est-ce que je vais avoir ou pas une exclusivité. Sachant qu'attention, l'exclusivité, ça va juste garantir que le franchiseur ne va pas ouvrir un point de vente similaire au vôtre dans la même zone de chalandise. Donc ça, c'est précisé dans le contrat et c'est précisé aussi dans le DIP quelles sont les conditions de la territorialité. Est-ce qu'il y a un territoire défini? Oui ou non? Et quel est le degré d'exclusivité sur ce territoire? Dans les critères, je vous ai posé la question tout à l'heure et vous avez oublié ma question, mais ce n'est pas grave, je la repose. Est-ce qu'il existe des frais indirects? C'est-à-dire qu'on signe, on sait qu'il y a un investissement de X, allez, 50 000 €, et puis tout d'un coup, on nous demande régulièrement un financement qui n'était pas prévu au départ. Alors, logiquement, si vous avez fait bien votre choix, le bon franchiseur va définir dans son DIP des investissements initiaux. Et aujourd'hui, s'il ne le fait pas, c'est qu'il y a un problème. Ce qui est souvent mal fait, c'est le besoin en fonds de roulement. Ce qui est sous-estimé, c'est notamment, quand vous allez, si vous ouvrez par exemple un restaurant ou un commerce spécialisé, vous allez avoir des frais entre la signature de votre contrat et l'ouverture du point de vente. Entre le moment où je vais signer et au moment où je vais rentrer de l'argent, il va y avoir le délai des travaux de 3 mois, 4 mois, 6 mois. Et là, c'est important de prévoir son besoin en fonds de roulement. Est-ce que je vais devoir payer des loyers avant? Est-ce que je vais avoir besoin de ressources pour moi me payer? Parce que je peux avoir cette problématique. Donc là où il y a des anomalies, c'est plutôt sur le besoin en fonds de roulement qui est mal évalué par les enseignes. C'est extrêmement important de vous dire, entre la date de mon signature et mes premiers euros rentrés, comment je vais vivre et quels vont être les frais générés, je dirais, hors concept pur. Oui, d'où l'importance, on l'a vu hier avec Florence Soubeyran de la Banque Populaire, de bien travailler avec des organismes partenaires, des institutionnels, le business plan, et réfléchir au coût par rapport à ces ressources et pas penser simplement dans la première année, mais voilà, quels sont les investissements que j'aurai à faire en plus. Un autre critère auquel je pense, hop, en même temps, c'est, on en a parlé tout à l'heure, et ça s'est prouvé pendant la crise sanitaire, c'est les valeurs de la marque. Ce collectif, ces franchisés, est-ce qu'il est bon, je pense, de partager et d'être en adéquation avec le mode de management de l'entreprise, avec sa culture d'entreprise? C'est essentiel, c'est-à-dire quelle est la culture d'entreprise, il faut bien la comprendre. Et ce qui est intéressant dans cette crise, c'est de questionner le franchiseur et les franchisés sur comment ils ont aidé des franchisés en difficulté. Puisque dans tous les réseaux, il y a eu des franchisés en difficulté. Quels ont été les mécanismes d'entraide qui ont été opérés, comment ça a fonctionné. Donc, c'est extrêmement important, notamment au regard de la crise qu'on connaît, de se dire quelles sont les actions qu'a mis en place le franchiseur pour aider le réseau. Est-ce qu'il a suspendu les redevances minimales? Est-ce qu'il a engagé des actions particulières, notamment avec des nouveaux franchisés qui venaient d'arriver, qui n'avaient aucune ressource? Comment il a réagi et comment il a accompagné? Donc, il y a vraiment ce travail d'échange qui est fondamental au regard de la crise, c'est de se dire comment ont fonctionné les mécanismes d'entraide durant cette crise. Alors, je vais vous poser à tous. Alors, mon système de sondage n'a pas marché hier, mais là, je n'ai pas posé la question, mais je vous la pose en direct. Un peu d'interactivité. Au regard des critères qu'on vous a donnés, et il y en a d'autres, est-ce que vous pensiez qu'il y avait tous ces critères pour choisir une enseigne? Et avant de choisir une enseigne, évidemment, choisir déjà un métier qui nous ressemble. Vous pouvez me répondre par oui ou par non pour voir comment vous réagissez et votre connaissance du secteur de la franchise. Très bien. Nous avons des experts. C'est 60-40. Hein. Voilà, très bien. Très bien. Alors, Olivier, moi, je pense que j'ai fait le tour de la question. De toute façon, on arrive bientôt à la fin de notre conférence. Est-ce que vous auriez un autre conseil à rajouter? Et ma question, n'hésitez pas là tout de suite à poser des questions à Olivier. Ma dernière question, c'était
pourquoi certains franchisés performent plus que d'autres? Mais ça, c'est ma deuxième question. La première, c'est est-ce que vous voyez d'autres critères importants qu'on aurait oubliés, que certains voudraient savoir, voilà, tout simplement. Alors, plusieurs petits conseils de bon sens, c'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est quand vous ne vous sentez pas à l'aise dans la relation, c'est jamais très bon de s'engager. C'est une durée de vie qui est extrêmement longue, premier conseil. Le deuxième, c'est pas surévaluer votre capacité financière. C'est dangereux de démarrer trop court. Il faut avoir un peu de matelas parce qu'on a toujours des imprévus. Il faut penser à avoir un peu de sécurité financière parce que dès lors qu'on n'a pas de sécurité, on se constate plus aux relations avec son banquier qu'à l'opérationnel, ce n'est pas très bon. Et le dernier, faire attention au phénomène de mode. C'est-à-dire aujourd'hui, il ne faut pas regarder que la rentabilité à court terme, mais de se poser la question, à 12 ans, quand j'aurai fini mes contrats, est-ce que j'aurai une valorisation patrimoniale? C'est de faire preuve un peu de preuve de prospection et faire attention au phénomène de mode. On achète avant tout un futur. Donc, prendre un peu de distance sur les marchés. Et donc, ma deuxième question, merci Olivier, c'est pourquoi certains performent plus que d'autres? On sait que c'est des franchisés, ils ont 2, 3, 4 points de vente. C'est l'entrepreneur ou il y a d'autres recettes? Très souvent, quand on a un problème de performance, c'est dans l'humain, c'est le cycle de jeu qui ne correspond pas. Exemple, vous êtes un franchisé, vous avez besoin de beaucoup de cadres et vous êtes dans un réseau qui est peu structuré. Là, ça ne va pas fonctionner. Ou vous êtes dans un réseau qui apporte beaucoup de cadres et vous êtes un peu plus libre dans votre fonctionnement. Là, ça va créer des difficultés. Donc, la difficulté rencontrée, c'est essentiellement au niveau des savoir-être. Quand les savoir-être ne sont pas alignés, là, c'est une source de conflit. Et les sources de conflit dans le temps, elles sont sur le fait que les gens ne partagent plus les mêmes valeurs. Il y a une désynchronisation des valeurs. C'est ça qui fait la différence principale d'un franchisé qui performe ou qui performe. Je ne suis plus aligné sur les valeurs. Très bien. Mais écoutez, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions à Olivier, puisque le temps va bientôt s'écouler? Il y a une petite question sur les frais indirects. Une personne qui avait… allez-y. Sur les frais indirects, ça va être tout ce qui est besoin de fonds de roulement, c'est-à-dire aujourd'hui le revenu que vous aurez besoin pour faire vivre votre famille en attendant de générer vos premiers euros de chiffre d'affaires. Ça va être les loyers éventuellement que vous allez payer entre la période de prise du local et la période d'ouverture. C'est ce qu'on appelle le besoin de fonds de roulement. Et votre banquier, si c'est un bon banquier, devrait largement vous aider à répondre à tous les frais indirects qui sont générés par ces éléments-là. Tous les frais, entre guillemets, directs liés au concept sont logiquement identifiés et formalisés dans les investissements. C'est une rubrique spécifique qui est intégrée dans le DIP. Voilà. Dernière question. Alors, il y a une personne, ce n'est pas sur le sujet, mais elle m'a posé la question, donc j'y réponds. Oui, il existe des franchises dans le secteur de l'éducation canine. Voilà, c'est une question qu'on m'a posée, qui n'a rien à voir, mais pas grave, il n'y a aucun souci. Eh bien, écoutez, moi, je vous remercie, Olivier. Je vous remercie vraiment pour votre présence et réponse. Donc, sachez que cette interview, il sera enregistré. Vous pourrez le récupérer d'ici demain. En tout cas, je vous ferai savoir à quel moment vous pouvez récupérer ce… Ça y est, voilà. Ce replay, voilà. Il y a une dernière petite question, là je rebondis parce qu'elle vient d'apparaître. À quel moment on est engagé avec le franchiseur? La remise du DIP, la signature du DIP n'est en aucun cas un engagement contractuel. Il y a un engagement de confidentialité, mais ce n'est pas un engagement contractuel. On s'engage dès lors qu'on signe le contrat. Avant, il n'y a aucun engagement du côté du franchisé, candidat, et du côté du franchiseur. Chaque partie est complètement libre d'arrêter l'opération avant de le faire. Donc, il n'y a aucune obligation. C'est le contrat qui forme l'obligation. Et le contrat est généralement assorti du paiement d'un droit d'entrée qui va notamment permettre de financer la formation initiale et l'accompagnement à l'ouverture.